Et donc voilà, on y est jour J pour le sommet international de l'IA à Paris. Les plus grandes entreprises du monde entier sont présentes, aussi des grandes startups du monde de l'IA qui seront réunies au Grand Palais. Julien Kopp, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama pour ce décryptage associé technologie et transformation chez Deloitte. On se dit, au-delà de recevoir, et ça nous fait plaisir que la France soit au centre du jeu, notamment en matière d'intelligence artificielle, mais au-delà de recevoir les grands noms de la tech, de l'IA, le patron Sam Altman, le patron d'OpenAI, le patron de Google, le patron de Microsoft, et j'en oublie des chefs d'État. Quels sont les objectifs d'un tel sommet, les retombées possibles? Il faut montrer que la France est crédible sur ces sujets-là. Quels sont les objectifs qu'on peut s'assigner quand on est politique sur un sommet comme ça? Bien sûr. Alors, je crois que déjà, au lieu de parler d'une position de la France qui doit être renforcée et ainsi de suite, il faut accepter le fait que la France est plutôt en avance sur certains de ces sujets-là. C'est mal connu, on a une tendance au défaitisme, mais vraiment sur le sujet de l'IA et ainsi de suite, vous avez l'air étonné. Oui, on le verra par la suite. Il y a des chiffres qui démontrent qu'effectivement, on est plutôt en avance et on est bien placé au niveau européen comme mondial. Donc, je crois que le sujet, c'est déjà une action de communication. De repartager ça. Nos entreprises pensent qu'on est un peu en retard et ainsi de suite. Ça n'est pas le cas. Donc pour moi, déjà, une action de communication, confirmer cette position. On a des exemples assez précis. Mais c'est pas un vœu pieux, c'est vrai, les chiffres l'attestent. Alors quels sont les chiffres qui montrent que la France est Vous avez leader, par exemple sur le service, tant mieux d'ailleurs, sur le service des marchés digitaux, il y a un rapport récent de l'OMC qui démontre que la France est à la 9e position mondiale. Donc ça vous paraît bien, pas bien. 9e, on est 6e puissance économique mondiale, donc c'est pas délire. Et sur le service digital, c'est pas mal parce que tout le monde a tendance à croire que sur le service digital, on est très en retard. Ça, c'est le service digital au sens large. Sur l'IA, on est plutôt en avance parce que là aussi, encore une fois, on a des très grands noms, on a des belles entreprises, vous en avez parlé. Les grands dirigeants dont on parle, ils viennent en France, ils ont déjà fait acte d'investissement il y a quelques années et ici, ils viennent confirmer. Si on a ces investissements des Meta, des Microsoft et ainsi de suite en France... Sur le sol français. Sur le sol français, c'est pour de bonnes raisons. Ça n'est pas juste par hasard et encore une fois, c'est parce qu'on a tout un tissu, on en parlera par la suite, un écosystème qu'il s'agit aujourd'hui de célébrer. Je pense que le sommet, c'est aussi de partager ce message de manière assez large. Donc c'est pas un vœu pieux, c'est pas... Vraiment pas. C'est une réalité. Non. Aujourd'hui, si vous prenez chacun des sujets qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour l'IA, on a des belles entreprises, des startups, des grands groupes qui bougent et qui avancent. En startup, on connaît évidemment Mistral AI, Arthur Mensch, évidemment, une réussite incroyable. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils viennent de lancer là un chat, enfin un robot conversationnel. Le chat qui est premier sur l'App Store. Donc encore une fois, vous allez sur iOS ou un autre store, vous regardez... Ouais, moi je l'ai téléchargé, je suis allé voir, c'est pas mal. Et vraiment... c'est bien sourcé en plus, hein, je trouve. Effectivement. Donc ça, c'est une très belle réussite. Je pense que le sujet, c'est de montrer que derrière Mistral, il y a tout un écosystème. C'est pas l'arbre qui Exactement. Alors s'il y en a un, c'est bien, il faut le célébrer, c'est un leader, mais derrière tout ça, il y a tout un ensemble d'entreprises. Des gens comme Lighton qui font des choses assez formidables. Pourquoi Lighton, pardon? Lighton, c'est plutôt de l'entraînement de modèles et finalement des outils qui sont nécessaires au déploiement de l'IA. Donc on parle beaucoup des modèles, on est très focalisé sur les modèles, mais ces modèles, il faut bien les poser sur des boîtes à outils. Et Lighton est un des composants. Vous avez aussi évidemment des notions de puissance de calcul, sur lequel là aussi on a quelques belles entreprises comme Exaion en France, une filiale d'EDF, et tout un écosystème qui va des couches très basses jusqu'aux couches très hautes. Et là aussi, il s'agit pour moi de montrer cet écosystème, plus que de s'arrêter à Mistral. J'adore Mistral, mais il faut dépasser ce cadre-là. Ouais. Les retombées pour la France, on a vu le président Macron nous annoncer 109 milliards d'euros d'investissement en France. On est content évidemment pour les prochaines années. Ça correspond à quoi? J'ai vu que les Émirats Arabes Unis investissaient entre 30 et 50 milliards. Je n'ai pas bien compris, c'est des data centers qui vont entraîner de l'IA, c'est ça, non? Alors, il faut comprendre quelque chose autour de l'IA, c'est que tout ce qui a été créé en data center depuis des décennies, finalement, va être repensé pour faire des IA centers. La manière dont on faisait précédemment ces constructions de ces data centers va... La France qui est bien placée en matière de data center. Il y en a 300 en France. Hein, il y en a beaucoup, c'est une économie assez dynamique. Là aussi, avec des annonces, Mistral a par exemple annoncé un data center. Exaion a un ensemble de data centers à disposition et qui sont souverains, et ainsi de suite. Et donc là aussi, il faut comprendre que c'est un métier, une industrie qui va énormément évoluer, donc ça va demander des capitaux. Et là, encore une fois, c'est pour ça qu'on a ces investissements. On est à l'échelle là, parce que 110 milliards, c'est beaucoup, ou c'est pas beaucoup, on ne sait pas trop, parce qu'avec les milliards, c'est que ça va vite. Ouais. Non, mais plus sérieusement, il a dit, président Macron, que c'est l'équivalent du plan Trump, Stargate pour l'IA, proportion gardée, les 500 milliards par rapport au poids de la France, par rapport à celui des États-Unis.
Je trouve que quand on parle de 109 milliards face à 500 côté américain, donc 109 milliards pour la France, c'est plutôt intéressant si on regarde finalement... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces 109 milliards à part les Émirats Arabes Unis? Alors, il va y avoir, à mon sens, tout un ensemble de composantes. Il faut voir qu'aujourd'hui, on va avoir des fonds privés, des grandes entreprises qui vont investir aussi. Vous avez des fonds souverains, vous allez avoir des VC, vous avez les grands groupes technologiques dont on a pu parler. Et finalement, tout ça, et j'insiste bien sur le rôle des entreprises. Les entreprises aussi, je considère que leurs investissements dans cet écosystème et ainsi de suite doit être compté dans ces 109 milliards. C'est conséquent à l'échelle de la France. Moi, je m'en félicite plutôt. Et encore une fois, on peut regarder Stargate en disant on n'arrive pas à faire Stargate. Donc on n'est pas hors concours, on n'est pas hors course quand on se compare aux 500 milliards. Encore une fois, le projet Stargate, on l'a évoqué sur Boursorama, 500 milliards d'investissements au moins dans les infrastructures d'IA aux États-Unis. On n'est pas ridicule, nous, pas du tout. Avec nos 100 milliards. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, si on prend un parallèle avec l'électricité, vous avez le barrage des 7 gorges en Chine, dans lequel on investit sur un objet, un montant phénoménal. Ou bien vous choisissez de décentraliser finalement cet investissement dans de la production d'électricité qui est plus localisée. L'IA, ça va être un petit peu la même chose. On peut parler d'un très gros objet comme Stargate pour produire tout ce qui est nécessaire à un endroit centralisé, ou on peut plus se focaliser sur d'autres moyens plus concrets d'amener de l'IA dans le quotidien finalement des Français. Et ça passe pas nécessairement par une énorme plateforme qui s'appelle Stargate. On a des très bons acteurs en France, d'un point de vue même électronique, puces et ainsi de suite, qui vont avoir des opportunités conséquentes dans le futur. Sur l'IA, on a compris qu'il y avait des blocs qui s'affrontaient déjà. On a vu évidemment les États-Unis, on a vu que la Chine n'est pas en dehors, encore une fois, de la compétition avec DeepSeek qui a fait parler, modèle compétitif de robots conversationnels d'IA à moindre coût, même si ce n'est pas 6 millions de dollars apparemment, c'est quand même beaucoup plus que ça, mais malgré tout, voilà. Quelle place pour l'Europe, pour la France, l'Europe, je ne sais pas si, en matière d'IA, face à ces deux blocs? Je pense qu'effectivement, il y a ces deux grands blocs et la place de l'Europe, elle doit être d'être le troisième bloc, ou entre guillemets, c'est une opportunité qui se présente à nous. La nouvelle de DeepSeek, elle est extrêmement intéressante. Elle nous ramène quand même à un peu d'humilité. Tout cela est bien récent et on comprend finalement qu'on a une capacité à trouver de l'efficience et avoir un résultat extrêmement satisfaisant avec des investissements à la fois financiers, énergétiques ou humains, très différents d'une autre méthodologie qui est juste de la force brute. Donc je trouve ça passionnant. Ça veut dire qu'en Europe, avec les gens qu'on a et encore une fois les sachants qu'on a, on doit être en capacité de trouver des moyens tout à fait raisonnables, de faire de grandes choses autour de ces technologies. C'est finalement ça la grande nouvelle de DeepSeek. C'est qu'il ne s'agit pas nécessairement de le traiter comme le fait aujourd'hui potentiellement un certain nombre d'acteurs américains et chinois. Qu'est-ce qu'il faut pour créer des champions européens de l'IA? On a des champions français, peut-être des champions anglais, etc. Il faut des champions européens. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut les talents, mais apparemment on les a. Il faut des financements. Est-ce qu'on les a aussi? Alors je pense que les talents, un des premiers sujets, c'est qu'on les a. On a tout un ensemble pédagogique qui marche très très bien. Malheureusement, on a aussi une fuite des talents. Donc il s'agit de l'endiguer pour le futur. Ça, le drame, on sait former les cerveaux, mais après on ne sait pas les conserver. On a un vrai sujet, évidemment, sur le côté rémunération de certains de ces cerveaux. Et puis perspective. Aujourd'hui, encore une fois, si on reprend de la hauteur, en France, on a de très jolies choses à faire. Les Américains agitent des projets fantastiques et des salaires assez importants. En France, il s'agit de pouvoir montrer qu'on sait faire la même chose. Et ça, ce sera, je pense, un des aspects. Il y a un autre sujet sur l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de traiter l'Europe des capitaux. On n'a pas la même puissance économique d'investissement qu'aux États-Unis. Vous n'avez pas une guerre entre chaque État américain sur le sujet de dire est-ce qu'on va financer dans le Delaware ou dans le Massachusetts et ainsi de suite. Alors à certains endroits, oui, pour du matériel, mais finalement, ils ont une puissance à ce niveau-là qu'on n'a pas encore. En France, malheureusement, cette Europe des capitaux n'existe pas entièrement. Elle a été dernièrement appelée de ses voeux, notamment pour l'IA, parce qu'on pourra traiter et on devrait traiter ces sujets beaucoup plus à l'échelle européenne. Un Mistral, évidemment, on travaille très bien à l'Europe, mais il s'agit encore une fois d'accompagner plus tout l'écosystème au sens large. Donc l'atout de la France, pour ceux qui nous regardent, on dit que c'est quoi? C'est d'avoir des chercheurs, des cerveaux, des entrepreneurs. C'est nécessaire, pas suffisant? Alors moi, je commence par un sujet qui est peut-être la culture. En fait, on a une culture mathématique et, qui est assez essentielle derrière l'IA. On a toujours eu des grands chercheurs et de grandes découvertes qui ont été faites en France, et ça, c'est pour moi un socle de base. On a des grandes entreprises, des multinationales qui sont basées en France, centrées en France, et qui peuvent elles-mêmes se transformer. Et c'est cette transformation qui portera tout cet écosystème, en grande partie. Donc ça, il faut le célébrer aussi. Il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, finalement, autour de tout ça. On se focalise sur les modèles ou sur les cartes, mais il y a aussi le sujet de l'énergie. Et la France, en termes d'énergie, a évidemment quelques challenges devant nous, mais on a aussi une culture de la gestion de cette énergie, et ça, c'est important. On ne fera pas de l'IA partout sans maîtrise de l'énergie, à la fois en production, mais aussi en consommation.
très beaux acteurs évidemment qu'on connaît bien dans la production, mais aussi dans la consommation. Schneider Electric fait des choses absolument fantastiques pour faire en sorte que demain, à la fois dans le data center du futur, mais aussi chez vous, vous puissiez consommer de l'IA avec finalement une empreinte bien moindre que celle qui est aujourd'hui. Et je reviens sur un sujet pour moi qui est essentiel. La vision de l'Europe et de la France doit aussi être ce traitement dans l'efficience. On parle d'une débauche d'énergie aujourd'hui, alors que finalement, on parle d'une technologie, l'IA, qui doit remplacer un cerveau humain. Un cerveau humain, c'est 20 watts. 20 watts, finalement, c'est une petite ampoule basse consommation, et ça sait faire tout ce qu'on sait faire. Donc aujourd'hui, on a une capacité à nous améliorer sur le sujet de l'IA, qui est conséquente, parce qu'on ne dépense pas 20 watts pour faire de la reconnaissance d'image ou ce qu'on fait aujourd'hui avec de l'IA, on dépense finalement une énergie conséquente. Donc là aussi, un chemin d'amélioration conséquent. Les entreprises françaises, encore une fois, comment elles adoptent l'IA? On imagine que ce sont les grands groupes essentiellement qui tirent et qui, en premier, parce que les grands groupes ont les moyens de l'implémenter, d'y réfléchir. Il y a un sujet grand groupe PME, il n'y a pas de réticence, il y a des moyens aussi à mettre pour investir là. Oui. Alors, sans savoir si ça générera de la productivité, de l'efficacité, des revenus supplémentaires. Alors le sans savoir, en fait, quand on réfléchit et on crée les projets correctement, au contraire, on doit savoir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas investir en tant que grand groupe, PME ou groupe de taille moyenne, sans nécessairement savoir. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent de prouver qu'il y a de la valeur au bout. Et pour revenir sur la question à l'origine, vous avez des grands groupes qui se positionnent assez fortement. Désolé, je repartage quelques messages, mais CMA, CGM a fait quelques très belles annonces. Vous avez un Schneider Electric qui en a fait aussi avec la nomination du premier Chief AI Officer du CAC 40 avec un investissement intéressant. Vous avez hier Stellantis qui dit que dans les voitures des Français demain, il y aura directement un agent qui sera travaillé avec Mistral. Donc vous voyez, il y a tout cet investissement. Mistral qui a aussi signé avec Veolia, j'ai vu. Mistral signe beaucoup à quelques endroits et encore une fois, bravo à eux et on embarquera plus largement. Je reviens sur les plus petits groupes et juste pour partager de bonnes nouvelles aussi. Avant l'IA, c'était des investissements conséquents. Un des avantages de la Generative AI, l'IA générative, c'est finalement cette capacité à toucher plus facilement ces technologies. L'IA, c'est pas nouveau, hein, ça fait des décennies qu'on en fait, mais c'était des investissements conséquents, des équipes lourdes et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'IA générative permet à des plus petites structures de trouver de l'efficience, de trouver de nouveaux revenus, et de la productivité évidemment, et ça, l'avantage c'est que c'est avec des équipes de taille beaucoup plus modeste. Et c'est ça qui fait le succès de ces technologies, en grande partie. Et au quotidien, pour les Français, et je pense à la ministre en charge du numérique et de l'IA, Clara Chapas, qui affirme que l'IA permet d'accélérer le traitement contre le cancer. Oui. Alors vous voulez qu'on explique un peu pourquoi? Bah oui, parce que je sais pas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors très simplement, en fait, on touche un peu aux limites de l'être humain. L'être humain voit un certain niveau de grille, et donc quand on pense au cancer, finalement, le premier sujet, c'est l'imagerie. En fait, votre radiologue ou oncologiste, autant qu'il soit très bien, son œil ne peut pas discerner certaines choses. L'IA, à cet endroit-là, peut aller bien plus loin. Donc, il s'agit d'assister dès la détection à cet endroit-là. Pour aller plus loin, vous avez maintenant le sujet des nouvelles molécules. Et l'IA va créer et va aider à la création de nouvelles molécules. C'est pas récent, ça fait 2-3 ans qu'il y a des annonces fantastiques sur le domaine, avec un potentiel réel et concret pour le médicament. Et demain, on va aller vers du médicament sur mesure. Ce que ça veut dire, c'est que le médicament qu'on va vous donner fonctionnera pour vous, pour la cellule cancéreuse, pour le type de cancer que vous avez, de la manière la plus efficace. On ne fait pas ça sans IA. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du spécifique sans IA, et une des forces de l'IA, c'est de dire que finalement, on va s'adapter et personnifier à la fois des conversations, c'est ce que vous voyez avec des chats, mais aussi des médicaments, des habitudes, une manière de consommer, ou peut-être même finalement s'adapter à votre foyer. Demain, votre foyer, il y aura peut-être une manière de consommer de l'IA qui sera bénéfique pour vous, qui sera très personnelle. Donc la France est encore dans la course de l'intelligence artificielle, même si on pourrait penser à brûle pour point le contraire. Moi, j'en suis convaincu, et on voit aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont investies dans cette conquête. Je parle de conquête, mais finalement dans cette réussite, je trouve encore une fois que ce sommet est assez intéressant parce qu'il permet de remettre l'accent sur ces réussites et ces champions. Il permet de se poser des questions aussi sur la suite et comment croître, continuer à grandir et sécuriser finalement cette position. Vous me demandiez tout à l'heure des chiffres, on parlait d'économie digitale. Tout le monde s'imagine que les États-Unis sont hégémoniques et ainsi de suite sur ce sujet-là. Mais c'est le cas? Pas du tout. Non, c'est 16% des exports de services digitaux, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est 52%.
Donc on a un potentiel devant nous absolument exceptionnel de développement dans l'IA. On a des géants du logiciel, je pense à des Dassault, je pense à des SAP au niveau européen. On a tout un ensemble de forces et il faut justement se brancher dessus pour avancer. Allez, merci beaucoup. Explication de décryptage avec vous, Julien Kopp, associé technologie et transformation chez Deloitte. Merci. Merci.